Êtes-vous déjà tombé en amour? Avez-vous déjà été victime d'un coup de foudre? Avez-vous déjà perdu la raison car le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas? Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était en septembre. Mais avant toute chose, parlons un peu des mots. Parce que les mots, c'est important. Tout ce qui existe en ce moment, ce sont les mots. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Julien, arrête la musique. Tout ce qui existe en ce moment, ce sont les mots. Comprenez-vous? Vous comprenez quoi? Les mots. Maintenant, j'existe et maintenant, je... Les mots sont aussi réels que la réalité. Il y a la réalité, il y a les sens avec lesquels on l'aperçoit, et il y a les mots qu'on utilise pour la comprendre et se la partager. Les mots, ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des mondes. Ils nous choisissent autant qu'on les choisit, et on le sait, il y a des mots plus compliqués que d'autres. Des mots comme anarchie, amour et fromage. Ce n'est pas simple à comprendre l'amour, encore moins à expliquer. C'est un mot avec lequel on doit être prudent, mais pas trop non plus. Il ne faudrait surtout pas commencer à en avoir peur. Après tout, ce n'est qu'un mot. L'amour, les amours, l'amour filial, celui qui nous enracine, l'amour platonique qui consolide notre écorce, l'amour romantique qui nous fait fleurir et donner des fruits. Il existe aussi un autre amour, l'amour de l'art, l'amour d'un artiste, l'amour d'une œuvre, celui qui nous peint et nous raconte, celui qui nous tend ses branches et transforme nos arbres en forêt. Le 27 septembre 2024, je suis allé voir un spectacle au Lion d'Or. Je savais que c'était un spectacle dans la programmation du Festival international de littérature. Je savais que c'était une soirée pour les 20 ans des éditions Poètes de Brousse. Je savais que plein de poètes allaient lire plein de poèmes sur scène. Je savais que je m'en allais à une lecture de poésie. Ce que je ne savais pas, pendant que je marchais sur Ontario en direction Papineau, c'est que ce soir-là, j'allais tomber en amour avec un homme de 78 ans. Parfois, la vie nous surprend. Jean-Paul Daoust est un poète québécois et je l'avoue, je ne le connaissais pas. Je le connaissais de nom. Oui, Jean-Paul Daoust, le poète. Comme quand je dis « Oui, Barcelone, la ville », sans jamais être allé à Barcelone de toute ma vie. Jean-Paul Daoust, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais entendu, je l'avais surtout jamais lu. Mais j'étais là, assis dans la salle, avec mon Perrier jus de pamplemousse dans les mains, mon hoodie sur la tête, complètement clueless. Jean-Paul, c'est le premier sur le pacing. Il arrive sur scène comme une panthère, habillé comme une rockstar, comme si Elton John était né à Valleyfield. Il a regardé ses feuilles, il a approché sa bouche du micro et il a commencé à lire. J'écris pour des autoroutes tachées de paillettes de sang, sur la ligne blanche des palimpsestes de mort, les fossés gorgés de squelettes. J'écris, c'est ma façon de rester vivant. Perdu aux touristes dans les catacombes de la page ivoire, j'écris pour les accidentés en tort ou pas. Et ceux qui observent n'ont qu'à bien se tenir, eux sont next dans l'ambulance. J'écris, si je rafle des prix, tant mieux. J'écris parce que maintenant tu n'es pas là et parce que je m'ennuie. J'écris pour dénoncer des niaiseries. J'écris parce que je suis un enfant de Jocaste. J'écris comme le corps dans un sauna. J'écris parce que tu es là, plus beau que jamais que... J'écris pour faire mon show ontologique. J'écris parce que Venise, la chatte blanche à la fourrure célèbre, me regarde, me fait des yeux verts indescriptibles, mais méchants. J'écris parce que c'est ça ma vie. Parce que j'ai été surpris par la vie, parce que ça m'éloigne du téléphone et des conversations stupides. J'écris parce que j'aime le jazz et le rock'n'roll. J'écris parce que je ne regrette rien. Puis après la chanteuse, ça prend bien un gars pour le dire.
J'écris parce que je vais quand même mourir. J'écris, tant pis si ça vous dérange, j'écris parce que j'aime ça. J'écris pour guérir les blessures de l'enfance. J'écris pour guérir les blessures de l'âge. J'écris à m'en rendre plus malade. J'écris pour aller ausculter la folie. J'écris pour être avalé par le grand trou noir des mots. J'écris parce qu'ils sont d'une beauté terrible. En rendre cardiaque le temps présent, quand sur un fil tendu comme une ligne, l'écrivain n'a pas toujours la chance de se créer un filet. J'écris à temps plein, non par choix mais par urgence, comme un joueur invétéré, comme un alcoolique, un drogué accroché à l'émotion, au sens, j'écris. Comme si je vivais une histoire d'amour et de haine, sans rien savoir de l'horizon, histoire d'harnacher l'alphabet, pour ceux et celles qui ne le peuvent pas, n'osent pas. J'écris enragé comme un ouragan, furieux comme un volcan, défoncé comme un opiomane, voué à l'éphémère, à l'extase, à l'échec. Je persiste. J'écris avec mon sperme qui neige sur la page, beurré de désespoir intimiste et planétaire. J'écris pour fesser dans le tas. Je n'écris pas pour faire joli, je n'écris pas pour la galerie, je n'écris pas pour plaire, même si j'écris pour être aimé. J'écris et autant n'emporte le poème. J'écris pour ne pas tuer, disait un autre poète qui s'est tué à le faire. J'écris pour décrocher les étoiles, pour faire trembler la terre, pour faire éclater mon miroir où je rugis comme Narcisse. J'écris pour rendre un instant l'ombre lumineuse. J'écris parce que les mots m'écrivent. 614 mots plus tard, un homme dont j'ignorais tout venait d'entrer dans mon cœur et de s'y installer pour toujours. Jean-Paul Daou, mon nouvel amour. Et comme toute personne raisonnable qui tombe en amour avec les mots d'un poète, mon premier réflexe a été de l'appeler pour lui dire que cet appel est enregistré. Ceci n'est pas un épisode de Total Idiot, c'est une lettre d'amour à Jean-Paul Daou. Et devinez quoi? Vous êtes next dans l'ambulance. Chapitre 1er. Anne Hébert et Vodka Squirt. J'ai appelé Jean-Paul pour la première fois le 20 novembre. Il m'avait demandé de ne pas l'appeler le matin. C'est un lève-tard. Fait qu'il devait être environ 4 heures le soir quand j'ai composé son numéro. J'étais un peu nerveux, comme pour une première date. Mais Jean-Paul m'a rapidement mis à l'aise. Au fil des semaines qui ont suivi, on s'est appelé à quelques reprises. Je suis même allé le rencontrer chez lui, à Sainte-Mélanie, pour qu'il me parle de sa vie et de poésie. Sauf que je me suis rendu compte assez vite que la vie et la poésie, pour Jean-Paul, c'est la même affaire. Moi, je suis né en 1946 à Salaberry de l'Effile, dans une maison que j'ai adorée, puis qui jouxtait la baie Saint-François. Donc, par la fenêtre de la maison, je voyais toujours le lac. Ça a beau être une ville, ça l'amenait quand même une autre dimension à voir le lac. C'est comme si l'horizon n'était pas bouché, mais plutôt illimité. Et puis, il y avait au loin des bateaux qui passaient sur le fleuve. Je me souviens, le soir, quand il était illuminé, je me disais, moi aussi, je vais voyager un jour. Je suis allée au jardin d'enfance, à l'époque, qu'on appelait, par les Sœurs de la Providence. Et quand j'ai appris l'alphabet, ça m'a vraiment inspiré dans le sens que, bon, je parlais, mais je savais pas écrire, évidemment. Alors, en première, deuxième année, d'apprendre l'alphabet, je trouvais que les lettres qui voulaient dire de quoi, ensemble, puis un mot, un qualificatif, un verbe, ça change la donne. Bref, que c'était illimité
comme possibilité. J'aimais beaucoup écrire. On faisait des petites compositions françaises, puis j'excellais là-dedans. D'ailleurs, je me souviens, la religieuse me choisissait toujours pour lire mon texte, d'où mes premières lectures publiques. À 11 ans, je suis entré au collège classique du séminaire de Valleyfield, qui était à l'époque administré par des curés. Là, j'ai découvert plein de choses, évidemment, au niveau de l'écriture, à travers les livres que j'ai commencé à lire et tout. Bon, je me souviens que j'ai commencé à lire, évidemment, on lisait des Tintins, etc., mais là, je me suis lancé dans des Jules Verne, dans toutes sortes de choses, et la poésie est arrivée à ce moment-là. Parce que là, j'ai découvert les poètes, comme on m'enseignait, que ce soit Émile Nelligan, ou bien que ce soit Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Lamartine. J'ai eu comme une sorte d'épiphanie. Je me souviens, je suis dans la balançoire, qui, comme je te dis, qui jouxte le lac, et il tombait une petite pluie. Alors, c'était assez mélancolique. Et je lisais Le tombeau des rois d'Anne Hébert. Puis là-dedans, il y a un poème qui me touche à terre. C'est dit en gros, ceci: je t'offrirai des petites villes tristes. Les petites villes. Je te donnerai de petites villes, de toutes petites villes tristes. Les petites villes dans nos mains sont plus austères que des jouets, mais aussi faciles à manier. Je joue avec les petites villes, je les renverse. Pas un homme ne s'en échappe, ni une fleur, ni un enfant. Les petites villes sont désertes et livrées dans nos mains. J'écoute, l'oreille contre les portes, j'approche une à une toutes les portes de mon oreille. Les maisons ressemblent à des coquillages muets, qui ne gardent dans leur spirale glacée aucune rumeur de vent, aucune rumeur d'eau. Les parcs et les jardins sont morts, les jeux alignés ainsi que dans un musée. Je ne sais pas où l'on a mis les corps figés des oiseaux. Les rues sont sonores de silence. L'écho du silence est lourd, plus lourd qu'aucune parole de menace ou d'amour. Mais voici qu'à mon tour, j'abandonne les petites villes de mon enfance. Je te les offre dans la plénitude de leur solitude. Comprends-tu bien le présent redoutable? Je te donne d'étranges petites villes tristes pour le songe. J'ai senti qu'elle me parlait directement, là. Alors là, j'ai vu que la poésie pouvait aussi être ça, en dehors de la rime, en dehors de tout, que c'était qu'on pouvait raconter des choses. Et ça, c'était pour moi très important, d'autant plus que je l'ai rencontré Anne par la suite à quelques reprises. D'ailleurs, quand elle est revenue au pays, par hasard, j'étais dans le même vol qu'elle. Quand elle de Paris, quand elle revenait au Québec, avec 80, je pense, là. En tout cas, dans ce coin-là. Je savais pas, mais elle s'en venait mourir au pays parce qu'elle avait un cancer, mais bon. Ça, je ne savais pas, mais elle a eu la grâce de me faire envoyer chercher pour m'installer en première classe avec elle. Wow! Air France, c'était la totale. D'ailleurs, j'ai écrit un poème durant le vol que je lui ai donné pour la remercier. Puis, ce texte-là, d'ailleurs, il est paru dans Le Chant du Concorde, publié aux éditions de la Grenouillère, où là, je raconte des poèmes écrits lors de mes différents voyages. Le retour à Anne Hébert. Elle parle tout bas à petit chat, ses index fébriles qu'il sent par les hublots ouverts de son tunnel plastique. Elle paraît si fragile à côté de lui, gros matou tigré aux yeux émeraudes, qui la questionne en silence. Pourquoi partons-nous de la rue Pontoise? Pourquoi reviens-tu au pays où la neige n'en finit plus de neiger? Est-ce le sursaut d'une ultime jeunesse
Ah, la fureur des mains plantées, à même le jardin bleu de ses yeux, où des poèmes magnifiques continuent de fleurir. Il l'observe, nouvelle Alice, à la croisée des chemins retrouvés. Elle, inquiète comme lui, dans ce jet qui bourdonne, en écho au fracas de leur cœur. Aléactès, ronronne-t-il nerveusement, mais les deux à l'unisson se soutiennent. Le destin est un hologramme réaliste pour les autres. Vol 346, Air France, Paris-Montréal, le 15 avril 1997. Puis, entre-temps, mais comme mon père était mort, ma mère fallait qu'elle subventionne, qu'elle soutienne. J'avais un frère, c'est tout. Mon frère, lui, allait au collège Bourget de Rigaud. Alors donc, sa sœur, qui avait un bar à Détroit, me prit en charge. Donc, à partir de 12 ans, j'ai passé tous mes étés aux États-Unis, dans le bar, et à Noël aussi. J'allais là en vacances, alors je prenais le train, puis je me rendais à Détroit. Puis en plus, après, ils ont déménagé dans le nord du Michigan, et puis ils ont acheté un bar qu'ils ont tout refait, qui s'appelle le Sandbar. Bon, au début, c'était difficile parce que je parlais pas la langue. Il fallait que j'apprenne ça sur le tas, puis je me promenais dans le bar, mais on me traitait comme un adulte. Mais en même temps, c'est là que j'ai découvert toute la culture américaine, parce qu'elle avait un orchestre qui, durant l'été, 7 jours semaine, puis le samedi, le dimanche en matinée, qui jouait de la musique américaine. Alors, moi, j'ai connu tous les grands succès. Plus, il y avait Motown à l'époque qui commençait. C'est là que Marvin Gaye, Michael Jackson, Sonny and Cher, Aretha Franklin, c'est tout du monde que j'ai pu voir parce que on allait une bande à Saginaw, une ville pas loin de Prud'hommeville où il était le bar. Puis on se faisait... Bon, on allait voir des shows. Alors, évidemment, quand je revenais au collège, ben là, j'étais loin des chansonniers. Fait que finalement, j'ai eu comme des vies un peu parallèles. J'avais le côté américain que j'aimais beaucoup, que j'ai découvert parce qu'ils m'ont amené en avion en Floride, toutes sortes de choses que je ne pouvais pas me permettre, mais qu'eux autres pouvaient parce que ma tante gagnait quand même très bien sa vie. Alors donc, c'était comme une autre éducation. Alors, j'ai eu l'éducation du cours classique, j'ai eu l'éducation sur le tas américaine, ce qui a évidemment influencé mon écriture. Mon horizon s'était considérablement élargi, là. Mais oui. Puis là, j'ai rencontré plein de monde là-bas, évidemment. Puis j'ai travaillé dans le bar. Quand j'ai été waiter, j'étais barman. Finalement, je m'occupais du bar. C'est un gros bar. Il rentrait 350 personnes assises. Alors, tabarouette. Oui. Fait que, oui, puis il y avait Happy Hour, le lundi au vendredi de 5 à 7, où je chantais des fois des tunes. Ah oui? Oui, au petit micro? J'ai chanté des tunes à la fois françaises puis américaines, en tout cas. Ben là, ils me l'ont imposé. J'étais un enfant assez timide, mais là, ils me faisaient monter sur la scène devant 350 personnes pour chanter à Louette, La vie en rose. Mais ça casse une timidité, ça. Ben là, mettons que c'est un excellent training. Hein? Oui. Marilyn. La nouvelle est tombée comme une bombe. Marilyn Monroe s'est suicidée. D'abord l'incrédulité, l'incompréhension, puis la rage. The bitch se lamente deux blondes peroxydées au zinc du sandbar. Elle s'enfile gin tonic sur gin tonic en jetant violemment leur zeste de citron dans le cendrier. Why did she do that to us? Elle, la superstar, elle, la plus belle femme au monde, adulée comme une idole. Elle a dû se tromper de pilule, l'idiote, ou elle avait trop bu, les deux sans doute. En palabrant ici, les deux fausses blondes,
cherche l'excuse car elle refuse de croire au désespoir de la star platine et toute l'Amérique cavelle nie avec véhémence. Ce retentissant échec. The bitch devient le refrain du jour. Les drapeaux du bonheur promis flottent en lambeaux. L'une va même jusqu'à arracher ses fossiles, alors que l'autre redresse les seins. Comme les missiles d'une cause perdue. L'icône a détruit leur image et leur ressemblance avec la terre les rend subitement pathétiques. La tante essuie une larme de porting. L'oncle ne parle pas beaucoup, mais il t'enfile Bourbon sur Bourbon. Les clients se butent à toutes sortes de théories, car il leur faut trouver une raison à défaut d'un coupable. The stupid bitch. Devant le miroir de la terre à la chevelure lumineuse et au sourire pulpeux, l'Amérique constate qu'elle a manqué, comme elle, son histoire d'amour. T'as quel âge à ce moment-là, au moment Ben d'être là, c'est à waiter? partir de 12 ans. Là, quand je commence à jouer, à chanter, je vais avoir à peu près 16 ans, là. OK. Puis là, ben évidemment, j'ai découvert l'alcool, que tu veux. Oui, Bon. ben oui. Fait que là, moi, le monde disait que j'étais prêt à être alcoolique avant l'âge de boire. Ah, ben, le drink de prédilection, c'était vodka and squirt. Squirt, on n'a pas ça ici. C'est quoi? un peu genre, comment je te dirais ça? Un peu genre 7-Up, là. On mettait ce drink-là au milieu des Versales, mais on mettait 2 pailles, puis je savais que c'était le mien. La vodka, c'est blanc, fait que ça paraît pas. Je prenais des gorgées. Mais l'alcool, pour moi, c'était associé à la fête. Ça a toujours été associé à la fête, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai toujours eu un rapport absolument serein avec l'alcool. Je suis pas quelqu'un qui pique des crises ou qui revient violent, pas du tout. Alors, donc pour moi, l'alcool, ça n'a pas été un problème. D'ailleurs, je continue à boire mon vin tous les soirs, puis comme j'ai de mes psy, je suis simplement un alcoolique fonctionnel. Donc, avant l'âge de 20 ans, j'avais déjà tout un bagou d'expérience. Je suis allé aussi en Europe. J'avais organisé un voyage au collège avec les jeunesses musicales. Alors, j'avais organisé un voyage. On était 2 semaines en Europe, en France, les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel, en tout cas, tout ça. Mais donc, déjà, j'avais envie de voyager beaucoup. Ma tante, à un moment donné, elle avait sa tante à elle, qui était très riche, fait un voyage dans son avion privé, à survoler la Statue de la Liberté, au-dessus de... Aujourd'hui, on se fait descendre, on s'entend, là. Oui. Mais à l'époque, en 60, ça allait, puis ça, je me suis dit, un jour, je vais vivre dans cette ville-là, parce que je l'avais trouvé tellement extraordinaire du haut des airs, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé souvent à New York, c'était ma ville de prédilection. Tu sais, je me suis aperçu vite qu'il y avait autre chose, qu'il y avait les filles, là. Tu sais, les filles, c'est une petite ville, c'est une ville plus ouvrière, il n'y avait pas tellement de culture, là. Dieu merci, ça l'a changé pour le mieux. Au collège, j'avais un journal qui s'appelait Le Sicilien. Ben, j'ai commencé à publier de la poésie. Il me donnait un petit espace. L'espace s'est agrandi. Il y en a d'autres qui ont embarqué avec moi. Donc, il y avait 750 étudiants. Donc, c'est 750 personnes qui lisent ton poème. C'est que c'est mieux qu'un recueil aujourd'hui. Fait que, donc, déjà, j'étais intéressé concrètement par la poésie. Non seulement je lisais tout ce que je pouvais, mais j'écrivais aussi. Je me souviens, j'ai fait un grand travail d'analyser la rythmique de la poésie française, de Villon, Ronsard, jusqu'en des années 60, là. Fait que j'ai tout lu, là. Puis, ça m'a dispensé de d'autres travaux, mais c'est un travail de longue gestion. Comme j'étais bon, ben, on m'avait laissé faire ça. C'est un peu comme une thèse avant que je le sache, là. Quand j'avais lu les poèmes en prose de Baudelaire,
Là, je me suis dit que la poésie peut être en prose aussi. Puis moi, c'était comme une grande découverte. C'était la première fois qu'en littérature, un poète de l'envergure de Baudelaire se risquait avec les paradis artificiels, mais aussi les petits poèmes en prose, d'exprimer des choses autrement que dans des vers. Ça reste quand même la poésie. La poésie et le lecteur, c'est 50% d'écriture, 50% de lecture. Le lecteur, faut qu'il fasse un effort pour aller vers le texte, vers la poésie, qui n'est pas nécessairement toute donnée. Donc, il y a un effort de ce côté-là, autant que de l'écrivain. L'écrivain arrive avec une proposition, le poète, puis le lecteur, c'est à lui d'en faire ce qu'il veut. On peut pas écrire son hippo, là. C'est important. Donc, je me suis vraiment inspiré d'eux autres, de Villon, Ronsard, Rimbaud, Lamartine. C'est très lyrique, romantique, description de paysage et tout, mais peu à peu, je me suis éloigné de tout ça. J'ai amené, si tu veux, l'américanité dans ma poésie parce que, à cause de mon expérience aux États-Unis. Donc, moi, je connaissais la culture américaine. J'ai commencé à lire Ginsberg, Ferlinghetti, Burroughs, Giorno, toute la contre-culture américaine me fascinait. Ça mettait des mots sur la réalité que je vivais. Moi, je trouvais qu'on avait l'avantage des deux. On a le côté européen par notre culture, mais on a aussi le côté américain. Puis on a les deux. On a une langue française qui nous rapproche évidemment de la France, mais on a aussi tout notre vécu qui est très américain. Alors donc, moi, je trouvais que c'est un avantage des deux. Mon Dieu, j'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. La santé, je l'ai, merci mon Dieu, mon chum aussi, ou mille merci mon Dieu, vous m'avez toujours exaucé. Mais là, j'aimerais vous dire 1000 millions de merci pour le million que vous allez me donner. Ce qui pour vous n'est strictement rien. Mais pour moi, c'est très important, mon Dieu, car voyez-vous, j'ai besoin d'argent pour oublier l'argent une bonne fois pour toutes. Et comme à part ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Oh, donnez-moi de l'argent, mon Dieu, beaucoup d'argent. Oh my God, please. Oh, comme je vais vous remercier. Je vais grimper les marches de l'oratoire à genoux comme Imelda Marcos dans la nef de la cathédrale Saint-Patrick. Vous l'avez bien exaucé, elle. Alors moi aussi, c'est à mon tour d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent. La culture québécoise ne s'en portera que mieux, je vous le garantis, mon Dieu. Oh, vite, donnez-moi de l'argent, beaucoup d'argent, comme vous l'avez fait pour Rockefeller et pour tellement d'autres. Pour chaque 1000 $, je vous ferai brûler un lampion. Vous aimez ça, mon Dieu, les lampions? Et je les allumerai seulement pour vous remercier de m'avoir donné de l'argent, beaucoup d'argent, j'en ai besoin. C'est pas un luxe. Je veux seulement vivre le quotidien comme une orchidée. Envoyez donc, mon Dieu, c'est juste du papier après tout, mais il faut qu'il soit vert. On s'entend là-dessus, OK? Vert américain. Ça se change partout, cet argent-là. C'est très commode. Ah, vous êtes fait, mon Dieu. Je sens que vous allez me dire oui. Vous allez me donner de l'argent, beaucoup d'argent. Les lampions sont prêts. Je vais les allumer partout, de New York à Paris, de Tokyo à Venise, de Rio de Janeiro à Shanghai, de Montréal à Mexico. Vous voulez, mon Dieu. Name it, j'aurais pris le Concorde, ça aurait été plus vite pour les allumer. Ah oui, donnez-moi de l'argent, beaucoup d'argent. Je ne veux pas vous acheter, mon Dieu. Je ne veux juste pas virer athée. 1 million pour commencer, OK, ça fera mon affaire. Après, on verra. Pensez-y, mon Dieu, un pauvre poète vous offre tous ces lampions à travers le monde. Quelle belle fête ce sera. Alors, c'est correct, hein, mon Dieu? Oh, thank you so much. Vous ne le regretterez pas, mon Dieu, jamais. Je ne veux pas le veau d'or en entier, juste une tranche, une belle grosse tranche 22 carats en or rose. Ah, je le sais que vous me comprenez, mon Dieu. Je veux pouvoir être encore plus fou. Je veux pouvoir vivre au bout. Je ne veux plus avoir à travailler et à donner-moi de l'argent, mon Dieu, beaucoup d'argent. Faites-moi entrer dans la tribu des riches pour que je retrouve le paradis terrestre. Il le faut, mon Dieu. J'en ai besoin comme mes poumons d'oxygène, comme mon cœur d'amour, comme mon corps de sexe. J'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Je vais en donner. Je suis généreux de nature, vous le savez. Je vais payer des drinks à tout le monde, des voyages aux amis.
Je vais fonder une maison d'édition de poésie. Je vais changer la face de la littérature québécoise. Je vais lui donner un lifting digne d'Elizabeth Taylor. Ah, dites oui, mon Dieu, donnez-moi vite de l'argent, beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas me refuser ça, débarrasser de toutes les contraintes matérielles. Je vais pouvoir enfin vivre comme un ange, vivre à ma guise et dépenser sans compter. Je vais enfin avoir la paix avec mon gérant de banque. Soyez pas cheap, mon Dieu. Je sais que des fois, vous êtes capable de l'être. Après tout, c'est vous qui êtes censé être le mécène de cette planète maudite. Vous êtes un peu rough par bout, en tout cas. Et vous savez le plaisir qu'on a donné? Alors, soyez infiniment bon, mon Dieu, infiniment aimable, infiniment puissant. Donnez-moi de l'argent, beaucoup d'argent. Vous qui êtes si riche, on a dit qu'on a été créé à votre image. Bien, c'est le temps de mettre du maquillage dessus. Alors, donnez-moi de l'argent, beaucoup d'argent. Je n'ose pas le demander à Satan, je ne le truste pas. C'est vous, mon Dieu, qui devez me donner de l'argent. Je ne vous demande pas d'être juste, je vous demande juste d'être généreux. La preuve, c'est plein de monde qui sont riches et qui ne le méritent pas. Moi, si. Alors rendez-moi millionnaire à mon tour. Pensez à tous ces beaux lampions qui brilleront comme les lumières de Broadway où je donnerai une suite à Jesus Christ Superstar. Ah, donnez-moi de l'argent, beaucoup d'argent, et je vais en donner aux Clarisse, comme ma mère le faisait toujours. Attendez pas que je sois vieux, mon Dieu, faites ça vite, ça presse, le temps, c'est de l'argent, vous le savez. Mais oui, vous savez tout. Dites-moi trouver de l'argent, beaucoup d'argent, le marché conclu. Je ne vous vends pas mon âme, je vous la donne, comme je vous donne mon corps ou ce qu'il en reste. Ah, mon Dieu, écoutez-moi, ça serait plaisant, quelques millions. Intéressant, intelligent, alors c'est à votre tour de donner, mon Dieu, de l'argent, beaucoup d'argent. C'est tout ce que je veux, puis que j'ai tout le reste. Je vous promets que je ne serai pas snob, juste content. Alors, it's a deal? Ah, je vais vous remercier des milliers de fois, à genoux, entouré de lampions. Merci, mon Dieu. Mais surtout, mon Dieu, que ce soit très clair entre nous. Ne venez pas me chercher comme un voleur. Mais venez me chercher seulement quand j'aurai tout dépensé. J'ai enseigné au cégep de Drummond-Petit, à Longueuil. C'est là que j'ai rencontré Claude Beausoleil, Jean-Marc Desjans, tout ça. Alors donc, c'était mon gagne-pain, ça. Mais comme j'enseignais la littérature, c'était quand même dans mon domaine. Puis il faut dire que enseigner à cette époque-là, c'était beaucoup plus sympathique qu'aujourd'hui. Les cégeps commençaient, alors on faisait nous-mêmes nos cours, les livres qu'on voulait choisir, notre plan de cours ne nous était pas dicté. Ce que je faisais lire, évidemment, je leur faisais apprendre un poème de Nelligan par cœur. Je me souviens, le vaisseau d'or, parce que j'ai dit, vous allez oublier tout, mais une fois que vous l'avez appris par cœur, vous le saurez. Ben, je faisais venir aussi plein d'écrivains contemporains. Je veux dire, dans mes cours de création littéraire, j'ai fait venir Miron, j'ai fait venir Vanier, j'ai fait venir Nicole, en fait plein de monde avec qui justement que je côtoyais, puis qui venait rencontrer des étudiants. J'ai aussi enseigné longtemps le théâtre. Alors ça, je leur envoyais voir tout le théâtre expérimental plus que le théâtre classique. C'est-à-dire le théâtre d'aujourd'hui qui commençait, le théâtre expérimental de Montréal, bref, il y en avait plein là qui... Tu sais, partout, c'était assez effervescent, tant en théâtre, en musique, qu'en poésie aussi. Mais tu sais, c'est... Après l'Expo 67, ça n'a plus jamais été pareil. Ben, il y avait l'ouverture, puis il y avait les gens commençaient à s'affirmer au niveau de la langue. C'est Michel Tremblay avec les belles-sœurs qui arrivent, toute une prise en charge de notre identité, depuis avoir honte de la façon qu'on parle, puis de aussi de choisir des sujets qui, semble-t-il, n'étaient pas littéraires, tu vois. Le poète a pris le dessus sur le professeur. Bon, j'ai commencé à enseigner, je pense qu'il était en 72. Puis je pense que 5 ans plus tard,
quand j'ai commencé à publier des textes et tout, là, j'étais content parce que n'oublie pas que j'ai toujours écrit, hein. Ouais. Du collège, du jardin de l'enfance et tout. Fait que moi, c'était ma deuxième vie. Mais à force de, en écrivant pour des, comme j'ai dit, des revues marginales, puis en commençant à publier en 1980, là, le poète, il a pris le dessus. Et là, d'ailleurs, je demandais quand je pouvais des congés pour pouvoir écrire en paix un recueil. Je demandais des bourses. Donc, j'essayais le plus possible de me libérer de l'enseignement, mais je savais que j'en avais besoin. Je voulais vivre correctement aussi, là. N'oublie pas que le Conseil des arts, des lettres du Québec commençait, là. Je veux dire, on n'avait pas tellement de revenus. Fait que moi, tous les poètes que j'ai connus, il y en a beaucoup qui enseignaient, évidemment, mais qui avaient un autre job, ou tout simplement il y avait le bien-être social qui commençait aussi, mais c'est une vie de pauvre. J'ai jamais eu un plan de carrière. Je m'amusais plus que d'autres choses. J'aimais ça publier dans des journaux contre-culturels, donc il était pas dans le mainstream. Moi, ça faisait mon affaire. J'ai publié, j'avais 30 ans, puis c'est Bernard Posier qui me dit, ramasse donc tes textes que tu as publiés à droite, à gauche. Puis c'est le même que j'ai publié mon premier recueil. À 30 ans? Ouais, à 30 ans. Moi, j'avais jamais pensé... Je sais pas, j'avais pas dans l'idée de publier. Moi, mon premier livre, j'avais 30 ans quand il est sorti. 76. Je vais lire... la chanson. Chanson. You're my popcorn baby, my popcorn baby, my popcorn baby. Mes doigts font du tap dance sur tes ailes, full of romance. Mon corps au rythme du I love you sur ta peau qui résonne partout. You're my hamburger baby, my hamburger baby, my hamburger baby. Dans le penthouse de ton cœur, je peux oublier toutes mes peurs. Nous deux, on est en fête comme deux aspirines dans un mal de tête. You're my fettuccine baby, my fettuccine baby, my fettuccine baby. On saute comme du champagne, night and day à la ville, à la campagne. Dans la samba de nos poux, on se débat comme deux fous. You're my caviar baby, my caviar baby, my caviar baby. Deux idoles neuves debout et mes dents dans ton cou. You, mon doudou, mon chou, mon toutou. Mon hibou, you're my vampire baby, my vampire baby, my vampire baby, my Ritz baby, my Ritz baby, my Ritz baby. Jean-Paul, il n'a pas juste un nom composé, il a aussi une vie composée. Jean-Paul, c'est Valleyfield et Détroit, c'est l'Europe et l'Amérique, c'est l'école et la poésie. Jean-Paul, c'est Anne Hébert et Vodka Squirt. Chapitre 2. Fermez vos gueules, écoutez-le, c'est un vrai lui. En me racontant sa vie, sa carrière, son art, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point Jean-Paul me parle des autres, de ses amis, de sa gang. Gaston, Lucien, Denis, José, Anne, Claude, Nicole, Carole, André. Dans la vie de Jean-Paul, presque tout le monde est poète. Mais c'est quoi exactement être poète? Je pense qu'on est, surtout les poètes, on est un peu kamikazes, là, parce que on se lance dans des sujets qui peuvent être bouleversants. C'est-à-dire, un roman, tu décris des choses, mais dans la poésie, tu vas à l'essentiel. C'est ça qui est une grande différence. Dans la poésie, évidemment, c'est souvent le jeu qui est à l'honneur. Je parle des autres en fonction de ce que je suis. Les autres me définissent aussi. Les poètes sont d'une grande sensibilité. Bon. On ne se le cachera pas. Je pense que les gens qui se plaignent le plus sur la planète, après les cultivateurs de la météo, c'est les poètes. Ils
Ils sont toujours dans la crise après je sais pas quoi. Ça fait partie de l'ADN de la poésie. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut devenir insoutenable, là. Ça reste quand même en circuit fermé. Bon, il y a des exceptions. Miron, par exemple. Bon, n'importe qui est un peu littéraire le connaît, là. C'est quand même lui qui a fait la nuit de la poésie en 70. Ouais. Puis, il était bien content. Il pensait qu'il était pour venir 50 personnes. Il y avait des centaines de personnes. Moi, j'ai jamais pu rentrer dans la salle. À 1 heure, il y aura probablement des places en dedans à 1 heure. Parce que je me dis, bon, il faut avoir de la place. Mais ça risque d'être plein, craqué. Mais... Il était comment, Gaston Miron, comme personne? très sympathique. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Il venait dans mes fêtes au Parc La Fontaine. On a voyagé ensemble, en Champagne, entre autres. C'est un grand connaisseur des vins. Puis, moi, je me souviens, j'étais avec sa fille, Emmanuelle. On avait pris le même vol pour Charles de Gaulle. Puis Miron était venu nous chercher. Puis l'entrée dans Paris, là, c'était spectaculaire. Il connaissait toutes les rues, les chansons des rues. Puis c'était un délire incroyable. C'était un homme cultivé, finalement, Oui, avec oui, beaucoup de... Il était très francophile. Monologue de l'aliénation délirante, extrait. Or, je suis dans la ville opulente. La grande Sainte-Catherine Street galope et claque dans les 1001 nuits des néons. Moi, je gis muré dans la boîte crânienne, dépoétisé dans ma langue et mon appartenance, déphasé et décentré dans ma coïncidence. Ravageur, je fouille ma mémoire et mes chairs, jusqu'en les maladies de la tourbe et de l'être, pour trouver la trace de mes signes arrachés, emportés, pour reconnaître mon cri dans l'opacité du réel. Or, je descends vers les quartiers minables, bas, et respirant dans leur remugle. Je dérive dans des bouts de rue décousus. Voici ma vraie vie, dressée comme un hangar. Débarras de l'histoire, je la revendique. Je refuse un salut personnel et transfuge. Je m'identifie depuis ma condition d'humilié. Je le jure sur l'obscure respiration commune. Je veux que les hommes sachent que nous savons. Le délire grêle dans les espaces de ma tête. Clétonie, petite blanche Clétonie de mai. Pourquoi vous, au fond de la folie mouvante? Feu rouge, les hagards, tournesol de la nuit. Je marche avec un cœur de pattes saignantes. C'est l'aube, avec ses pétillements de branches. Par devers l'opaque et mes ignorances, je suis signalé d'aubépine et d'épiphanie. Poésie, mon bivouac, ma douce, svelte et fraîche révélation de l'être. Tu sonnes aussi sur les routes où je suis retrouvé, avançant mon corps avec des pans de courage, avançant mon cou au travers de ma soif, par la laine et le fer, et la vaillante volonté des larmes. Salut de même, humanité des hommes lointains. Malgré vous, malgré nous, je m'entête à exister. Salut à la saumure d'hommes. À partir de la blanche agonie de père en fils, à la consigne de la chair et des âmes, à tous je me lie, jusqu'à l'état de détritus s'il le faut, dans la résistance à l'amère décomposition viscérale et ethnique de la mort des peuples drainés, où la mort n'est même plus la mort de quelqu'un. Ben, on avait une relation, c'est que Miron connaissait les jeunes poètes, il lisait. Fait que, il y avait déjà une certaine reconnaissance de sa part. Un peu mentor, il était content de voir que la poésie prenait différentes formes. Souvent,
On associe la culture québécoise avec la France. Et moi, je trouve que la France est quand même loin. Et je trouve qu'on est plus américain que français. Dans ce sens-là, que je trouve que la culture américaine, on en fait partie. On a juste à regarder les banlieues, les décors, les chaînes de magasins, de fast-food, des motels, tout cet aspect-là qui fait qu'on l'a, nous autres, intégré dans notre ADN. Mais je trouvais qu'on ne l'assumait pas. Tu sais, j'ai un texte qui s'appelle Tarzan, puis je dis dans mon poème, comment traduit-on de la langue de Shakespeare en la langue de Molière? French kiss me, you motherfucker. Ça, je sais pas comment on peut traduire ça, là. La tête qui gèle, le crâne qui craque. C'est moi le freak de Montréal. J'ai mis des ailes à mes bretelles, un stéréo dans mon cerveau. J'ai l'univers dans ma cuillère. Quand j'ai connu Lucien, on commençait à publier des poèmes dans le journal Au Beau-Québec, là. Puis là, on publiait aux éditions Culcu, puis après aux Écrits des Forges. Mais on avait tous deux cette sensibilité-là, alors que c'était surtout l'Europe qui inspirait les gens. Nous autres, on tournait pas le dos à l'Amérique, bien au contraire. Puisque les gens disaient que ça avait pas de bon sens de parler, de mettre le mot drive-in dans un poème. Ça nous dérangeait absolument pas. Donc, on a vraiment nommé notre américanité, lui et moi. Et donc, ça, c'était un aspect qui nous soudait tous les deux, parce qu'on avait un peu le même regard par rapport à ça. Ce qui ressortait de lui, c'est que c'était d'abord et avant tout un poète, quelqu'un qui aimait les mots, qui s'en servait. Puis, au niveau des anecdotes, c'est quelqu'un, c'est vrai, qui était plein d'humour, puis qui était chaleureux. Donc, c'était ça qui est sorti comme quelqu'un qui était total, là, qui était souvent sans compromis avec sa vie et tout. Puis évidemment, il y a eu toutes sortes d'excès qui ont été soulignés. Oui. Puis ça disait le mal de vivre de Lucien, mais en même temps, il essayait de s'en sortir à sa manière. Puis le côté américanité de Lucien, qui était mis aussi en valeur, parce que c'était un des premiers à faire rentrer l'Amérique en poésie. Tu sais, je veux dire, photographier devant des machines à coke, devant sa télé. On a tout le côté américain qui nous habite, qu'on essayait de renier à l'époque, parce que dans les années 60, les gens allaient étudier à Sorbonne, puis ils revenaient avec un accent. Alors, il y avait plein de monde qui tripait sur l'Europe, mais Lucien puis moi, on a avant tout trippé sur l'Amérique. Nous sommes des héros manqués lâchés lousses dans l'asile des dieux New Wave. Des sphinx frappés dans nos blue jeans et blousons de cuir. Nous sommes des punks incas alanguis dans les sanctuaires de l'insanité. Des rockers aztèques atteints de mégalomanie cosmique. Nous sommes des mutants mayas comme des reptiles dans le rock'n'roll confidentiel. Nous sommes des êtres à l'indicatif présent dans l'errance urbaine. Nous sommes les nouvelles créatures de l'instantanéité dans l'Amérique imaginaire. Des voyous vénusiens, des chamans saturniens, des poètes de grande artère, des gypsies de lampadaire. Il s'agit pour nous d'accéder à la territorialité divine, à même l'éclatement scénique. Nous sommes des rockers sanctifiés à partir de la moelle épinière, tout au long de l'épine dorsale et jusqu'à l'œil pinéal qui louche toujours du côté des déités de luxe. La réputation impériale est notre mouvement perpétuel, de l'éloge de la folie à la naissance de la tragédie, de la révolution permanente à l'évolution créatrice, ça a l'air que t'aimes ça mon petit bébé, de la paradise à la marche à l'amour, lâche pas. C'est un voyage vers l'Est sous le crépuscule des idoles où nous faisons semblant de rien devant les posters des superstars de l'Antiquité et de la modernité. Nous prenons des poses de lotus troublés dans les cabines photomatons. Nous sommes des rockers osiriens en exil dans les centres-villes où nous prions devant les jukebox de Toutankhamon en nous recueillant dans la fumée de nos verres teintés.
Nous sommes la divine représentation de l'échec humain, et ça veut dire, regardez-vous, nous saignons de rage dans le placement universel. C'est une hémorragie féminine sur le codex de Montréal. Quand Dieu était une femme, nous portions tous des talons hauts, et tout allait si bien. Nous sommes des étrangers dionysiens en transit dans la nuit des temps. Des rebelles androgynes avec toute la détresse des déesses entre le cuir et la peau. Nous sommes des Rolling Stones en bas de Beatles, écartés bien raides dans les rues noires de l'Amérique temporaire. Nous brillons de force pour mourir de rire dans l'adolescence de la perception universelle. Les oracles psychédéliques nous sont une prière américaine entre les dents. Nous sommes les acteurs de tous les grands rites de l'obscénité. Le psychodrame du poète rock nous foudroie en pleine urbanité. Ta gueule en arrière. C'était effervescent. C'était effervescent. Il y avait tellement toutes sortes de courants. Il y avait Miron, mais il y avait aussi le côté féministe avec Nicole Brassard. Il y avait le côté queer avec André Roy et moi. Il y avait le côté américain. Il y avait le côté de révolte avec Vanier, José Yvon, puis tant d'autres poètes. On était une belle gang. Moi, d'avoir rencontré Claude Beausoleil, Alain Villemel, Lucien, d'avoir rencontré Chamberlain, puis Jean Leduc, qui lui a fondé les éditions Culcu. Tout ça, c'était pour moi une révélation. On se rencontrait dans des lectures, dans des lancements. Je veux pas dire qu'il y avait une grande harmonie entre les poètes, parce que les poètes, souvent, ça y est sur route, mais bon. Moi, je faisais des parties au Parc La Fontaine, parce que je suis resté longtemps au Parc La Fontaine. J'avais un superbe appartement, juste devant l'étang. Puis je faisais des parties où tout le monde venait, là. Lucien, pas Vanier, parce que Vanier était exécrable comme personne. Quand même. Non, j'étais un pitbull, là, il n'y avait rien à faire. D'ailleurs, quand je me promenais avec lui sur la rue, je voulais pas qu'il soit en arrière de moi. J'ai dit, toi, t'es en avant de moi. Puis là, il dit, pourquoi, ma chouette? Ben, j'ai dit, moi, là, je trace pas les Doberman. Bon, Vanier, évidemment, était tellement absolu dans son écriture, comme dans sa vie, d'ailleurs. Alors, il écrivait pour ne pas tuer, mais c'était quand même quelqu'un qui pouvait tuer. Denis Vanier. Ah, puis ça, c'est ma plus belle réponse. Ah, ouais. Ça s'appelle Allô, police. John Sinclair, ministre obscène des White Panthers, a été condamné à 10 ans de prison pour 2 joints de marijuana. 10 ans. Plus que le maximum. Sinclair est une beauté dangereuse. Pour lui, ainsi que pour nous, la sexualité, les crises de nerfs tendres au toucher du corps, doivent se faire dans la rue, en plein jour, devant ceux qui travaillent, fourrés par le fascisme de leurs préjugés, avec du rock'n'roll, de la dope et l'incroyable cinérama. Nous sommes tous porteurs d'un sacrement à contempler pour l'ultime libération des astres en nous. Les barbiers vénériens, les juges catholiques alcooliques nazis, Steinberg et son alimentation de cadavres chimiques, tous les orthopédiques et dégénérés qui cultivent leur poux dans des frigidaires atomiques, les cochons de la bécosse politique qui nous sodomisent l'état paranoïaque, doivent faire place à ceux pour qui le miracle de vivre n'est pas un arrêt d'autobus à 30 degrés sous zéro aliéné jusque dans ses claques. La vérité se passe un doigt, explore ses dernières pontes d'ananas, et si tout est calme, appelle la police. Il nous faut tout saboter, s'attaquer délibérément aux skunks capitalistes par tous les moyens et à tous les niveaux de la création. Craft fuck the cheese. Premièrement, le clitoris en tant qu'instrument d'insubordination. Deuxièmement, la vulgarité pour sa pureté et sa bonne odeur. Troisièmement, la connaissance mathématique subversive aux mains des enfants. Quatrièmement, la révolution pour la chaleur du body électrique écrasé, la fin du Chrysler impérial. La Platétune est un camp de concentration et l'argent, c'est le vol. Voler aux riches est un acte saint et sacré. Les enfants doivent voler l'argent de leurs parents car c'est pour eux le seul moyen de se libérer de la vie familiale. L'argent doit être utilisé comme papier à cigarette de marijuana. Legalize it because we'll take it in your blood. White French Canadian Panthers Party of Montreal.
Mais il m'aimait bien, je sais qu'il m'aimait bien. Lors d'une lecture au Fofone électrique, il était assez éclaté. Moi, je commençais à lire, puis le monde parlait, puis tout, puis José Yvon est monté sur une chaise, puis elle dit « Fermez vos gueules, écoutez-le, c'est un vrai, lui. » Fait que c'est un des plus beaux compliments que j'ai jamais eu. Et maintenant, la fée des étoiles, José Yvon. Olive se shoot son hit, puis ramasse sa gang. Toutes des filles mal tournées. Nous sommes absolus, vulgaires, obscènes, mal habillés. Nous vivons sous des néons intransigeants dans une ville de malades. Nous ne savons jamais lequel, à quel moment, va pogner sa dépression nerveuse dans notre pleine face. La délinquance sera partout, la mort dans la main, les motons de graisse décollent les mains des Italiens vidangeurs. Soudain, un trou noir dans Bourrasque, voir le fond de sa vie. Bientôt sera entendu l'explosion des messages, le jus d'un doux dérèglement des sens sans fantasme pervers. Ginette hybride en chaleur, le poil pogné dans graisse de sang, robineuse de science-fiction, à force de mordre dans tumeur, nous ne nous tasserons pas. La poésie, c'est tellement intimiste. Quand tu arrives devant les spots, les éclairages, le micro, c'est que là, tu te jettes dans l'arène. Puis il y a bien des poètes qui sont très timides par rapport à ça. Parce que c'est pas vraiment leur élément. Mais bon, à force d'en lire, ben, il y en a pour qui c'est une torture monumentale. Mais je me souviens, mon Dieu, il y a déjà eu Nuit de la poésie en 80, puis Roland Giguère, puis en Hébert, il était terrorisé à l'idée de monter sur la scène de les lire. Fait que moi, j'avais donné un peu de rhum à Roland, là, ça l'a calmé un peu. Puis à Arne, j'ai dit, Arne, c'est toi qui inaugure, le monde sont ici, ils veulent t'entendre, là. Ils s'en vont pas te chahuter, là. Mais elle était tellement nerveuse, ses mains tremblaient, ses feuilles s'agitaient. Ah, mon Dieu. Anne Hébert. Amour. Toi, chair de ma chair, matin, midi, nuit, toutes mes heures et mes saisons ensemble. Toi, sang de mon sang, toutes mes fontaines, la mer et mes larmes jaillissantes. Toi, les colonnes de ma maison, mes eaux, l'arbre de ma vie, le mât de mes voiles et tout le voyage au plus profond de moi. Toi, nerfs de mes nerfs, mes plus beaux bouquets de joie, toutes couleurs éclatées. Toi, souffle de mon souffle, vent et tempête, le grand air de ce monde me soulève comme une ville de toile. Toi, cœur de mon cœur, le plus grand regard, la plus riche moisson de villes et d'espace, du bout de l'horizon ramené. Toi, le goût du monde, toi, l'odeur des chemins mouillés, ciel et marée sur le sable confondu. Toi, corps de mon corps, ma terre, toutes mes forêts, l'univers chavire entre mes bras. Toi, la vigne et le fruit, toi, le vin et l'eau, toi, le pain et la table, communion et connaissance aux portes de la mort. Toi, ma vie qui se dessert, fuit d'un pas léger sur la ligne de l'aube. Toi, l'instant et mes bras dénoués. Toi, le mystère repris. Toi, mon doux visage étranger, et le cœur qui se lamente dans mes veines comme une blessure. Aujourd'hui, je suis toujours amie avec Élie Turcotte, mon Dieu, Carole David, Nicole, Denise Boucher, c'est tout du monde que j'ai côtoyé, puis qu'on a fait des voyages ensemble, puis des lectures. Souvent, la poésie, ça fait ça aussi. Fait qu'on faisait une grande famille dysfonctionnelle, mais une famille pareille. Miron, Francoeur,
Vanier, Yvon, Hébert. Une grande famille de la poésie québécoise, à laquelle on peut ajouter Daou. Parce que si les autres nous définissent, Jean-Paul est partout, dans les mots qui parlent au je de nous. L'épisode est terminé, mais pas la lettre d'amour. En attendant la deuxième partie, fermez vos gueules et lisez-le. C'est un vrai, lui. Il écrit pour rendre un instant l'ombre lumineuse. Ben oui, c'est la fin, c'est le temps des remerciements. Tout d'abord, bien sûr, un gros merci à Jean-Paul pour son accueil, son temps, son œuvre et la candeur avec laquelle il a accepté de me parler. Merci Jean-Paul. Merci aussi à Marie-Hélène de non seulement m'avoir fait découvrir Jean-Paul, mais aussi de m'avoir lifté chez lui. Hein? What would I do without you? Merci à Poète de Brousse de m'avoir envoyé autant de recueils. Merci à Julien, comme toujours, pour le travail et l'amitié impeccable. Quelle équipe! Quelle équipe! Et merci à tous nos abonnés qui permettent encore et toujours à ce projet d'exister. Si vous aussi, vous aimez notre contenu indépendant et non commandité, venez nous rejoindre sur le Patreon de Total Idiot et qui sait, peut-être que la prochaine fois, votre nom se retrouvera dans cette liste. Nos royales idiots du mois, Simon Landry, Samuel Cossette, Marie-Ève Prévost, Xavier Rémillard, Charlie MB, Samuel Lesage, Marjolaine Olivier, Noémie Fortin, Alex Pacini, Webfield, Félix Olivier, Yves Legoun, Christian Duval, Marie-Christine Lechat, François-Guillaume Fournier, Michael Filion, Célia Gaudreau, Richard Trudel, Charlie-Anne Arsenault, Guillaume Paul, Joanie Rousseau-Plante, Christophe Lévesque-Rainville, Dominique Lano, Félix Ducharme, Ben Ray, Tortue Rapide, Jonathan Paulin, Sam, Jason Gauthier, Brovic, Benoît Plouffe, Julien Roussy, Fred Girard, Chloé Leroux, Alexandre Girard, Goéland, Julien Millette, de Joe Cossette, Gabriel Lapierre, Mathieu Fournier, Julien L'aumônier, Dino Lapine, Marie-Josée Tremblay, Patrick Roy, Sveitch GMB, je sais pas, Jean-Michel Filion, Dave A-1, Pierre-Olivier Vallée, Marc Lecourt, Pénélope Boutin-Renaud, Jean-Philippe Lévesque, Jean-Christophe Bellil-Pipon, Ben et Joël, Marc-Antoine Simard, JSDC ou JSDC, who knows, Christian Bissonnette, Enola, Damons07, Jérôme Turmel, Alexandre Proux, Julie Beauregard, Samuel Péloquin, Vincent Gagnon, Simon Giroir, Félix-Antoine Jaudoin, Sébastien Ménard, Anthony Savoie, Guillaume Sauvé, David Abbé, Caroline Fournier, Jean-Mathieu Chénier, Samuel Pravogne, Maryse Perron, Jessie, Philippe Beauchamp, Alexandre Dubuc, Simon Chamberlain, Boubou, Sucré Plaisir, Impopulaire, William Savard, Martin Benoît, Benjamin Provencher, Danny Gagnon, Xavier Lachapelle-Roy, Martin Donaldson, Marie-Christine Lechat, William Brassard, Sophie Junior Carrier, Une Marchandise, Zulu Oscar Echo, Sea Life in Green, Kevin Duchesne, Poulet Provo, Maude Bérubé Saint-Denis, Jim Bad, Simon Lasselle, François-Alexandre Larose, Koalo Paul-Louis, James, Justin Brault, Eva, Simon Janson, Sébastien Ponic Beaulieu, Max Power, Cousin Machin, Maxime Sauvage, Jean-Michel Berthiaume, François Chartier, Mathieu Desjardins, Francis Doré, Jasmin Maltais, Olivier Groux, Olivier Hugo, Total Anonyme,
Jimmy Bob, Sky Félix, Joli Cœur, Oscar Côté-Lapierre, Alexandre Morancy, Anaël Haché, Maxime Sabourin, Manon Landry, Clem 6969420, Petit Boubou, Marilyn P, Jean-Philippe Ménard, Mario Pikachu, Kevin Brosseau, Joe Leclerc, JP Dolby, Catherine Simard, Sébastien Harpin, Mathieu FC, Nicolas Gauthier, Philippe Blain, Fanny Collin, Éric Aurousseau, Éric Lauzon et Sébastien Gilbert Lavoie. Merci à tous, à la prochaine.